Bonsoir et bienvenue à l'heure du temps. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Ce soir, mesdames et messieurs, nous commençons l'origine, l'histoire, le dogme et l'identité des anciennes religions mystères qui sont maintenant connues sous le nom d'école des mystères. L'ordre de la quête, la franc-maçonnerie, l'ancien ordre de la rose et la croix, les Templiers, l'ordre souverain et militaire des chevaliers de Malta, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les prieurs de Sion, la société de Thulé, parfois connue sous le nom de société Thule, l'ordre des Skull and Bones, la fiducie Russell, la société Jason, le Scroll and Key, les Illuminati, et je pourrais continuer encore et encore et encore. Mais la chose la plus importante à réaliser est qu'ils ont tous été appelés collectivement à travers les âges les écoles des mystères, les Illuminati, qui signifie littéralement les illuminés. Socialisme international, communisme, ils sont tous un seul et même, comme vous viendrez à savoir. Et vous comprendrez parfaitement comment ils ont pu infiltrer toute notre société. Ce que vous entendrez ce soir ne reflète pas nécessairement mon point de vue, ou mes croyances, ou ma religion.
Maintenant, nous devons commencer au début, comme chaque conte et chaque histoire. Et nous devons commencer par le commencement de l'humanité. Et le début est le commencement selon la religion des mystères. Et ils pensent, sans réserve, que l'homme est un produit de l'évolution et non pas d'une race extraterrestre et non de la création d'un Dieu bienveillant. Ils croient que les ancêtres arboricoles de l'homme étaient parmi les êtres les plus intelligents de leur époque lointaine. Et quand ces créatures ont finalement abandonné les arbres et marchèrent bien droit, libérant les mains pour servir à l'œuvre de leur esprit ainsi que leur corps, ils commencèrent la pulsion évolutive vers la plus grande intelligence jamais vue dans la nature la plus fructueuse. Comme habitants du sol, ces créatures étaient des victimes faciles des grands prédateurs qui les chassaient le jour et les surprenaient la nuit, alors qu'ils se blottissaient dans les clairières ou dans des grottes. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec la force, la férocité ou la vitesse de leurs attaquants. Armés de peu, sauf des mains et ce que leur cerveau complexe leur permettait de faire avec ses mains, ils devaient penser ou mourir. Pour des milliers d'années jamais dévoilées, la plupart d'entre eux ont rencontré des morts prématurées et violentes. Seuls quelques-uns dans chaque génération ont eu la chance et la capacité de déjouer leurs ennemis. Et ces favorisés survivaient assez longtemps pour avoir une descendance. Les imprudents, maladroits ou stupides mouraient tôt. Et mes vieux, je crains que les stupides qui vivent aujourd'hui vont mourir tôt également. Mais revenons au début. Leurs enfants, s'ils en avaient, étaient abandonnés pour mourir de faim ou être mangés par les prédateurs. La sélection naturelle opérait sur les premiers types d'hommes avec la plus terrible intensité. Peut-être aucune autre civilisation existante a fait l'objet d'une si grave et prolongée période d'élimination sélective. Pourtant, ici et là, de petits groupes ont réussi à survivre parce qu'ils avaient l'intelligence d'utiliser des bâtons, des pierres et des massues pour se défendre. Aussi bruts et chétifs que ces instruments étaient, c'étaient des armes, et leurs possesseurs ont été les premières créatures qui pouvaient tuer sans avoir à entrer en contact direct avec leurs adversaires. Comme les grands animaux grossissaient et devenaient plus rapides ou plus redoutables, l'homme est devenu de plus en plus vigilant, de plus en plus habile à utiliser ses esprits contre la masse et la puissance, de plus en plus apte à glisser hors de l'ennui, et alors que le défi augmentait, autant faisait son cerveau, et les retardataires des deux entités étaient laissés derrière dans la course vers l'avenir. Et nous sommes encore engagés dans cette course vers l'avenir. Les étapes du développement du cerveau de l'homme sont révélées par les boîtes crâniennes de plus en plus grandes qui sont apparues avec le passage des siècles. Nous fondons notre jugement sur les améliorations dans les outils et les armes qui a eu lieu alors que l'intelligence de leurs inventeurs ont augmenté. On peut concevoir quelques-unes des façons dont la sélection naturelle peut avoir travaillé pour parvenir à un doublement de la taille du cerveau humain. Beaucoup de noix comestibles sont trop dures et même pour un homme des cavernes à faire craquer entre ses dents. En conséquence, elles étaient inutiles à l'homme au début, jusqu'à ce qu'un certain génie de son temps découvre que les noix peuvent être ouvertes si elles étaient simplement placées sur une pierre et frappées dur avec une autre. Mieux nourrie, la famille de ce novateur proliféra tandis que les autres moururent. Peut-être des siècles plus tard, alors qu'un homme était assis cassant des noix entre deux pierres, une pierre se brisa et le bord le coupa à la main. Auparavant, les hommes dans la même situation avaient jeté la pierre brisée et soigné leur coupe. Mais cet homme a commencé à penser. Il possédait une pensée originale. Si le bord avait coupé sa peau et fait couler du sang, il pourrait également couper à travers la peau des petits animaux qu'il capture, ce qui rendrait cela plus facile pour obtenir la viande. Le premier couteau était inventé. Lui et ses proches, et ceux assez intelligents pour l'imiter, ont augmenté en nombre, et le reste sont morts. Ils avaient un outil de coupe qui rendait possible pour eux de dépouiller et manger de la viande en moins de temps, alors ils avaient plus de temps pour la chasse.
Un grand nombre des descendants de cet homme exceptionnel sont devenus de plus en plus habiles à rompre et à écailler des pierres dures en outils et en armes plus pointues. Et si vous êtes allé dans un musée d'histoire naturelle et vous avez vu ces raffinées et belles flèches de silex et fer de lance, alors vous savez qu'il a fallu de la patience et une grande habileté, et cela signifie un nouveau développement de l'esprit humain. La sélection naturelle, en favorisant de meilleurs couteliers, continua pour des centaines de milliers d'années, selon ceux qui gardent les secrets des âges, et même en fonction de la science moderne. Un grand nombre de siècles plus tard, un jeune père cherchant de la nourriture pour sa progéniture serait tombé sur un bâton long et droit, éclaté à une extrémité. Bien, il tira et mâcha les éclats jusqu'à ce qu'une seule pointe restât solide. Ou du moins, c'est comme ça que nous pouvons imaginer que cela a été fait. Il lui semblait un bâton très utile, car il était plus pointu que le bâton à fouir que les femmes utilisaient. Il peut s'être souvenu d'une nuit au cours de son enfance, quand un grand chat avait chargé le campement de sa famille et entraîna une sœur cadette. Maintenant qu'il avait de petits-enfants de sa part, le souvenir de cette attaque était toujours présent. Dernièrement, il avait vu des traces fraîches de la panthère. Un membre de notre famille, non loin de là, avait été attaqué et la mère avait été tuée. Son intelligence naissante lui dit que son bâton pointu pourrait être une meilleure arme contre les fauves que les clubs que lui-même et les autres hommes portaient. Alors, pendant plusieurs jours, il garda le long bâton près de lui, même quand les autres se moquaient de lui d'avoir ce qui était considéré comme un outil de femme. Non seulement il possédait une plus grande intelligence que ses semblables, mais il avait plus de courage pour résister à leur rire. Puis, une nuit, il entendit un léger bruissement. Il murmura un avertissement rapide à sa famille. Soudain, une forme sombre le chargea dans l'obscurité. À genoux, il souleva la pointe de son long bâton vers la bête. Il bondit, le griffa sauvagement puis s'enfuit. La créature avait la pointe entrée si profond que le côté non tranchant de la baguette avait été entré profondément, profondément dans le sol. Le lendemain matin, suivant une traînée de sang, l'homme a trouvé une panthère morte, la poitrine percée. Le long bâton pointu avait sauvé sa vie et la vie des membres de sa famille. Dans la même situation, des hommes moins perspicaces, armés seulement de bâtons, auraient été tués. Dès ce moment, lui, son fils et leur fils transportaient des bâtons à empaler chaque fois que de grands prédateurs étaient proches. Cette prospective, génétiquement transmise à leurs descendants, leur avait donné une nouvelle arme, dont ils se servaient avec un effet dévastateur contre leurs ennemis naturels. Peut-être plusieurs générations plus tard, le descendant du brillant inventeur de bâtons à empaler s'accoupla avec la fille d'un homme qui avait eu l'idée de lancer un club sur les fruits, les noix et les petits animaux sur les branches basses des arbres. De temps en temps, cela ramenait un repas supplémentaire. L'homme qui